Bonjour à tous. Merci à tous d'être là, d'être très nombreux pour cette table ronde. Donc, comme je le disais tout à l'heure en introduction, évidemment, c'est lié à l'actualité. Avant de vous dire quelques mots sur le mode opératoire de nos débats, j'ai le plaisir de vous présenter donc nos quatre panélistes qui sont tous qui sont réputés et qui sont tous très à jour et qui connaissent très bien la situation au Levant et au Moyen-Orient. En premier lieu, j'ai le plaisir réel vraiment d'accueillir Nomi Bar-Yaakov, qui est ici, qui est chercheuse associée au programme Sécurité internationale de Chatham House à Londres. Nomi, on se connaît depuis un petit paquet d'années. Elle est polyglotte et elle connaît vraiment très très bien le Moyen-Orient puisque c'est une partie de son métier. Elle a occupé divers postes au sein du département des affaires politiques et du bureau exécutif du secrétaire général au siège des Nations Unies à New York. Elle est très présente dans les médias anglo-saxons, tout particulièrement en ce moment donc, avec la guerre entre Israël et le Hamas, mais aussi plus généralement sur les conflits au Moyen-Orient. Elle a publié bien sûr de très nombreuses études et elle reste très engagée pour trouver une issue négociée au conflit israélo-palestinien. Elle nous en parlera tout à l'heure. À ma gauche, j'accueille avec plaisir aussi Dorothée Schmidt, on se connaît depuis quelques années, qui est responsable du programme Turquie contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales à Paris. C'est une spécialiste des questions méditerranéennes et turques. Elle est diplômée de Sciences Po Paris, titulaire d'un DESS d'économie appliquée et d'un doctorat en sciences politiques de Paris Panthéon-Sorbonne. Elle a publié de nombreuses études. Elle est réputée et elle a une notoriété. Tout le monde lui reconnaît le fait que c'est une des meilleures expertes de la Turquie en France. Elle vient d'ailleurs de publier La Turquie en 100 questions aux éditions Talendier. J'ai le plaisir aussi de vous présenter Hasan Yükselen, qui est directeur de la sécurité et des études stratégiques à l'Institut de politique étrangère d'Ankara, le TFPI, en Turquie, qui a fait auparavant une brillante carrière militaire dans l'armée turque et a occupé notamment récemment le poste de conseiller du chef de la division du renseignement à l'état-major général turc jusqu'en 2022. C'est un expert des questions régionales qui connaît bien le terrain, qui a publié de nombreux articles, dont un tout récent dans lequel il tire le bilan de 100 ans de politique étrangère turque. Donc il nous en parlera un petit peu. Et il est donc tout particulièrement compétent pour décrypter avec nous les fondamentaux de la posture stratégique de la Turquie et ses évolutions très récentes en politique étrangère. J'espère que c'est bien traduit. Et merci encore Hassan d'être parmi nous. Et puis enfin, Marc Semo, journaliste, historien, entré à Libération en 1983. Marc Semo devient grand reporter en 1989, ce qui l'amène à couvrir de nombreux conflits, dont ceux du Moyen-Orient. Il connaît bien cette région qu'il a arpentée en tous sens, notamment la Turquie. En 2010, il devient rédacteur en chef pour l'International à Libération, avant de rejoindre en 2016 le quotidien Le Monde pour couvrir l'actualité diplomatique, puis pour co-animer les pages idées débat de ce journal, ce qu'il fait toujours actuellement quand il écrit des chroniques régulièrement sur l'actualité internationale. Comme le disait tout à l'heure Pascal Hausseur, cette session est donc une session de débat. Je vous rappelle juste que nos échanges n'ont pas vocation à se transformer en une tribune pour les uns ou pour les autres. Donc au contraire, on va essayer de mettre à votre profit de nos expertises et nos regards croisés sur la région. Et ça me donne l'occasion donc de dire aussi pour les interprètes et pour vous tous, je m'exprimerai principalement en français.
Mais quand je poserai des questions directement à nos deux panélistes anglophones, je poserai les questions directement en anglais. Chacun parle sa langue, chacun répond dans sa langue. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un appareil de traduction, n'hésitez pas à vous brancher parce qu'on va alterner un petit peu les deux langues. Pour débuter, puisque nous avons 1h30, je voudrais vous demander à tous, et je commencerai par poser la question à Marc Semo, comment vous analysez les stratégies des protagonistes et des belligérants donc, dans la guerre entre Israël et le Hamas, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, 9 novembre. Pour vous, les stratégies aujourd'hui d'Israël et du Hamas, quelles sont ces stratégies ? Est-ce qu'il y a une stratégie ? Ma compréhension, c'est qu'Israël se bat quelque part sur 3 fronts. Un premier front qui est le champ de bataille, évidemment, en essayant d'éviter l'escalade de ce champ de bataille à d'autres fronts intérieurs israéliens ou extérieurs avec le Liban. Un deuxième champ qui est celui de la guerre médiatique et de la communication, avec pour Israël la nécessité absolue de conserver le soutien à tout prix des États-Unis, et un troisième front qui est peut-être plus lié au fait que on va dire l'armée et les instances sécuritaires israéliennes, quelque part, veulent se faire pas pardonner, mais disons sont conscientes de leurs lacunes au début de cette guerre, le 7 et le 8 octobre, et donc quelque part cherchent à se rattraper et à bien convaincre les Israéliens qu'ils sont là pour assurer leur sécurité de long terme. Donc pour commencer, je passe la parole à Marc, et bien entendu après on va faire tourner la parole. Et puis, donc, on va parler à peu près 50 minutes parce qu'on a un certain nombre de questions à éclairer et on a pas mal de choses à vous dire. Et puis ensuite, donc, vous aurez 35 minutes à peu près pour poser vos questions et on débattra avec vous. Marc. Merci Pierre. Alors, je crois que tu as quelque part tout dit pour résumer la stratégie israélienne. Effectivement, d'abord, on peut s'interroger s'il y a une stratégie. Alors, non pas dans l'immédiat, mais une stratégie pour l'après. Ça, c'est une évidence pour le moment. On ne voit pas très bien ce que veulent faire les autorités israéliennes. Dans l'immédiat, la stratégie est évidemment d'anéantir, sinon le Hamas, au moins ses structures militaires. Mais c'est une équation à très haut risque, comme chacun peut le voir, dans le contexte d'une bande de Gaza surpeuplée, où toute opération d'envergure implique nécessairement des dommages collatéraux, ce qu'on appelle pudiquement des dommages collatéraux. Là, on est dans un bilan quand même terrible, 10 000 morts, plus que toutes les autres interventions sur Gaza précédentes du côté des civils palestiniens. Et donc, une pression croissante des opinions publiques mondiales et donc des alliés d'Israël, y compris les États-Unis, qui ont soutenu ce droit légitime d'Israël à se défendre, pour qu'au moins il y ait des pauses, voire un cessez-le-feu, voire à terme de trouver une solution. Alors, ce qu'il faut comprendre, et je rebondirai justement sur ce qu'a dit Pierre, c'est que c'est une guerre différente de tous les autres, différente de toutes les autres qu'il y a eu israélo-palestiniennes, 67-73, et différente des autres opérations à Gaza. Pourquoi ? À cause du caractère très particulier, particulièrement atroce, des massacres commis par le Hamas le 7 octobre. À la fois parce qu'elle visait le territoire même de l'État d'Israël en profondeur, à la fois parce qu'elle visait exclusivement, enfin pas exclusivement, mais elle visait au moins autant les civils que les militaires, avec des massacres dans des conditions horribles, des gens qui ont été tués du seul fait d'être juifs ou présumés tels, parce qu'il y a eu aussi des travailleurs thaïlandais, y compris des travailleurs arabes d'Israël, qui ont été tués dans ces attaques. Et ce qui fait que pour les Israéliens, ce qui s'est passé, ce sont les nazis. C'est, il faut le reconnaître, le plus grand massacre de juifs au monde depuis la Shoah. En un même jour, autour de 1400 morts, ce qui est un bilan sans équivalent. Donc à partir de là, la réponse d'Israël, évidemment, est différente. Alors ce n'est plus une menace existentielle comme pouvait l'être 67 ou 73, mais c'est une autre forme de menace existentielle. C'est la raison même, aux yeux des autorités israéliennes et de la population israélienne,
de l'existence d'Israël qui est remise en cause, puisqu'Israël était censé offrir une protection aux Juifs partout dans le monde. Alors, dans cette opération, l'armée et les forces de sécurité n'ont pas le droit à l'erreur. Or, elles ne peuvent que commettre des erreurs. Et on le voit déjà maintenant, dans cette guerre informationnelle qui est menée autour des opérations. L'autre partie de cette guerre, c'est le Hamas. Alors, effectivement, on peut s'interroger sur qu'est-ce que veut le Hamas. Alors, évidemment, comme dans tout, je finirai là-dessus, comme dans tout conflit asymétrique, l'important, c'est de durer le plus possible. C'est ce qu'il va tenter de faire. Ensuite, on peut s'interroger sur quel a été le sens pour le Hamas de l'opération du 7 octobre. Si le Hamas s'était contenté de lancer des attaques sur les bases militaires, enlever des soldats, probablement que la situation aurait été assez différente parce qu'il aurait pu dire, évidemment, Israël aurait dénoncé le terrorisme, mais ça aurait été une opération militaire qui remet la question palestinienne au centre du jeu, qui donne au Hamas une envergure de porte-drapeau de la question palestinienne. On peut s'interroger sur le pourquoi des massacres et des atrocités, et surtout pour le pourquoi, ce qui a été fait par le Hamas, de diffuser partout ces images. C'est le Hamas qui, en premier, a diffusé ces images. Alors pourquoi ? Est-ce qu'il voulait tendre un piège à Israël en l'obligeant à une surréaction sur Gaza ? Est-ce que c'était quelque chose qui lui a quelque part échappé des mains ? Ce sont des questions qui restent ouvertes. Merci beaucoup. Nomi, what are your own views? Quels sont vos points de vue concernant la stratégie d'Israël et selon ce que vous avez compris, sans oublier bien entendu la stratégie du Hamas, et qu'est-ce que vous aimeriez dire de manière plus générale? Tout d'abord, je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir invité et de me faire entendre. Le débat est important et il est essentiel que nous aurons une procédure ou processus pacifique de manière démocratique, fiable, avec la possibilité pour les deux côtés de réfléchir à ce qu'il faut faire d'ici la fin de cette guerre. Et en ce qui concerne la stratégie, nous allons devoir voir si il y a beaucoup d'efforts diplomatiques qui seront nécessaires pour s'assurer qu'il y aura une issue, parce que l'autre issue, à savoir l'escalade de la guerre, n'est pas acceptable. Et les Israéliens ont organisé des conférences de presse avec les médias et ils ont fait savoir que leur point de vue est tout à fait clair, et surtout en ce qui concerne le point de vue de Hamas, et ils sont en train de se rapprocher de Gaza. Et ils sont en train de mettre à jour les informations de temps en temps. C'est leur but actuel, immédiat. Et pour la stratégie, Hamas a déjà dit que ce point de vue ne sera pas une question de parler de massacre, tout simplement. C'est juste le début de notre voyage beaucoup plus long avec d'autres massacres, sans parler de la prise d'otages éventuellement. Et Marc l'a bien dit que la plupart de ces personnes sont des civils avec des enfants en bas âge et des mamans et les enfants qui aiment leurs parents et qui ont aussi des personnes âgées qui sont malades et qui ont à peu près 80 ans et qui vivent autour de Gaza. Et c'est pour un certain nombre une absurdité que d'arriver à ce stade, surtout du côté des Israéliens, ce qui fait que les Israéliens sont tout à fait clairs par rapport à leurs objectifs. Et il y aura sans doute une fin prochaine de la poussée ou des actions militaires. Entre-temps, côté palestinien, il y a eu des pertes énormes. À peu près le tiers des maisons au nord du Gaza ont été détruites. À savoir, les gens sont obligés de fuir vers le sud et n'auront peut-être même pas de maison après tout ceci.
une fois que les Israéliens sont partis, ce ne sera certainement pas les Israéliens qui vont rester là. Et puis, il y a beaucoup de planification pratique à faire aussi, avec un rôle clé devant être joué par les États arabes. Et tout d'abord, pour que les Palestiniens, eux, vont décider. Et il y a beaucoup de problèmes sur le West Bank et surtout à Gaza. Mais c'est pas le fait que 10 000 personnes ont perdu leur vie, c'est le fait que pardon. Ça va durer encore un bon moment, je pense. Et il y a beaucoup de choses à dire par la suite. Merci, Nomi. Je passe la parole à Dorothée. Merci. Dans l'atmosphère, je n'allais pas remettre mes lunettes de soleil parce que là, on est reparti full. Si on peut baisser un petit peu les lumières, comme tout à l'heure, parce que là, on n'y arrive pas, s'il vous plaît. Merci, Pierre. Donc, la question, c'est, selon nous, quelle est la stratégie du Hamas, la stratégie d'Israël à ce stade ? D'abord, un petit mot. On pensait venir dans une table ronde, on parlerait de la Méditerranée orientale plus généralement. Je suis engagée dans un track 2 où on était sur le point de proposer une initiative d'institutionnalisation d'une plateforme pour la paix en Méditerranée orientale. Et on a pris cet épisode de guerre dans la figure exactement au moment où on pensait avoir vraiment bien déblayé le terrain. Donc, c'est quelque chose qui nous consterne tous en tant que canalistes ou que responsables, parce qu'on considérait qu'on était plus largement au Moyen-Orient dans un moment de déconfliction. Et là, on s'aperçoit que ce conflit qu'on avait donc un peu oublié ou balayé sous le tapis revient. Et donc, mon premier point de réponse, c'est sur la stratégie du Hamas. Pour moi, c'est vraiment une stratégie d'escalade. D'abord, c'est une guerre. Je crois qu'il ne faut pas parler d'opération de nettoyage à Gaza. Je crois que le but vraiment du Hamas, c'est de faire la guerre à Israël, de se poser comme la force militaire qui peut relancer la logique du conflit israélo-palestinien, voire israélo-arabe, parce que je pense que vraiment l'idée est de remettre le conflit en haut des priorités, alors qu'on était, depuis les printemps arabes, dans finalement une dégradation de la position du conflit israélo-palestinien, effectivement, dans la liste des conflits régionaux. Donc profiter de ce moment de déconfliction, entre guillemets, dont je parlais, avec un certain apaisement en Syrie, la réintégration de Bachar el-Assad dans la Ligue arabe, l'accord préliminaire saoudo-iranien, les accords d'Abraham, évidemment, pour l'intégration d'Israël dans la région. Et donc là, l'idée, au contraire, c'est de montrer qu'à nouveau, voilà, on a une guerre qui est possible et que cette guerre pourrait être élargie. Alors on parlera, j'imagine, peut-être des hypothèses d'escalade ou d'élargissement du conflit. Je voudrais dire à ce stade, on est tous en train de réfléchir en temps réel, hein, évidemment, avec ce qu'on a comme données d'un conflit qui est extrêmement complexe parce qu'il implique pas simplement les participants de la région, mais aujourd'hui le monde entier, y compris dans nos propres sociétés, on voit les répercussions de ce conflit social. Il y a une chose qui me semble importante sur l'Iran, qui a été désigné comme éventuellement le premier responsable de l'attaque du Hamas ou comme étant le premier acteur qui pourrait avoir un intérêt à l'escalade. Je pense que l'Iran a pratiquement gagné la guerre en Syrie, donc je ne crois pas du tout qu'il soit aujourd'hui dans une humeur de relancer des conflits et pas celui-là. Donc je crois que ça, il faudra qu'on en parle. Du côté d'Israël, évidemment, donc Marc et Nomi ont bien décrit la stupeur, la catastrophe humaine, psychologique. Du point de vue de la stratégie, l'idée c'est que l'illusion évidemment de la sécurité complète d'Israël est tombée. Mon collègue Marc Ecker, que tu connais bien, Pierre, nous expliquait comment il avait visité les implantations du dôme de fer en Israël et finalement la simplicité du dispositif qui peut expliquer que d'une certaine façon ça soit aussi très simple si on y met les moyens et qu'on se prépare longuement de passer par-dessus le dôme de fer. Le problème, c'est cette incursion terrestre qui était absolument impensable, manifestement, pour les Israéliens. Donc l'illusion de la sécurité totale, mais il faut trouver un minimum de sécurité quand même, et c'est, je pense, ce qui explique cette réaction
énorme, en dehors de cette idée évidemment d'une vengeance, qui psychologiquement est parfaitement compréhensible. Du point de vue stratégique, il faut vraiment montrer qu'Israël a le dessus. Et je pense que même les aspects de guerre sale, entre guillemets, font partie du jeu, parce qu'on est dans un contexte au Moyen-Orient, au Proche-Orient, au Levant, et notamment, on l'a vu dans le contexte syrien, où toutes les règles de la guerre sont tombées. Et donc, si on veut montrer qu'on est fort, il faut montrer aussi qu'on passe par-dessus les règles de la guerre. Bon. Je laisse ceci à discuter également. Je pense que c'est peut-être un peu polémique comme constat. Le deuxième point, donc d'abord, premier point pour Israël, restaurer un semblant d'impression de sécurité. Deuxième point, évidemment, jusqu'à présent, on essayait d'éviter de traiter politiquement la question palestinienne. Donc, se concentrer sur les opérations militaires permet aussi une sorte de répit interne pour Israël, qui est ce gouvernement d'urgence nationale dont on sait qu'il est extrêmement tiraillé. Et j'étais le week-end dernier dans une conférence organisée par mon président aux Émirats arabes unis. Nous avions un intervenant israélien à qui on a posé toutes ces questions que vous êtes en train de poser, qui nous a dit, écoutez, d'abord, on se débarrasse du Hamas, et ensuite, on règle nos comptes entre nous, et après, on pourra discuter avec vous, on parlera du reste. Donc la deuxième étape, c'est la recomposition politique d'Israël. Et je pense que le rapport de force sur la guerre qui est menée a à voir avec le rapport de force politique intérieur en Israël. Et dernier point, pour Israël, et pas le moindre, c'est compter ses soutiens aujourd'hui. Je pense qu'au-delà du soutien, soutien américain, quand même inconditionnel, alors que ça fait des années qu'on sait que Israël s'interroge sur la solidité des Américains en cas de coup dur. Là, je trouve qu'on a une diplomatie américaine qui se donne énormément de mal. Blinken ne compte pas ses efforts et je les trouve assez subtils. Ça a été un démarrage un peu compliqué qui a été perçu comme extrêmement partisan par l'ensemble des acteurs non israéliens de la région. Je trouve que maintenant, on a quand même un travail très subtil. Mais au-delà du soutien réflexe aussi qu'a donné l'Union européenne, le soutien réflexe, quels sont les vrais amis d'Israël? Et en particulier, les potentiels amis au-delà du monde occidental. J'étais aux Émirats, j'ai trouvé extrêmement intéressant de voir que le pays qui est le seul finalement à avoir présenté ses condoléances à Israël après cette attaque atroce du Hamas était dans un discours qui était beaucoup plus nuancé que je ne m'y attendais, qui était quand même un discours de responsabilisation des Israéliens à un moment ou à un autre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une grande solitude d'Israël et qu'il va falloir arriver à redonner confiance à l'État hébreu si on veut sortir de cette catastrophe. Merci beaucoup, Dorothée. Hassan, what are your own views, let's say from... Quels sont vos points de vue côté Ankara, mais aussi du point de vue personnel, parce que vous connaissez très très bien la région? Merci de m'avoir donné l'occasion de parler ici. Concernant ce qu'a fait le Hamas n'était pas bon. Alors, je recommence. Concernant ce qu'a fait le Hamas, ils n'auraient pas dû faire ce qu'ils ont fait. Ils ont besoin d'admettre que ce n'était pas du tout acceptable. However, cependant, ce que l'Israël a fait aussi n'est pas bon non plus. Et surtout à Gaza, en obligeant les gens à évacuer la région, surtout les mamans, les enfants. Il y a beaucoup trop de morts, beaucoup trop de morts. On ne peut pas faire de comparaison. J'ai vu les statistiques hier et avec l'Ukraine, il y avait 0,7 enfants tués tous les jours, 0,7 tous les jours. À Gaza, c'est 136 et la différence est énorme entre les deux. Mais quand on a tort deux fois, ça ne fait pas un droit. Ou alors, et à mon avis, côté Israël, on cherche à restaurer l'image, le prestige, le pouvoir de l'État et reconstruire la connexion entre l'opinion publique, la société et le gouvernement parce qu'il y a un vide entre les deux.
et éliminer le Hamas, bien entendu. Alors là, ça ne sera pas une opération acceptable côté Israël. Et faire en sorte que la population puisse aller vivre ailleurs, si possible, c'est une position que nous entendons de plus en plus du côté du gouvernement, qui a beaucoup d'implications et complications, et surtout le contrôle de la sécurité dans la région, surtout pour Gaza, la bande de Gaza. Et côté Hamas, de fait, avant les attaques, on n'en parlait pas beaucoup de ce qui se passait entre les Palestiniens et Israël. On n'avait pas la colonne à la une sur la question. Et Jack Sullivan, bien entendu, a été obligé de changer son article qui avait été publié dans le journal Foreign Affairs, et puis surtout en ce qui concerne l'agenda international. Et cela a révélé d'autre part les failles du côté Hamas, côté palestinien. Tout le monde n'est pas du même avis. Il y a d'autres tensions en plus. Et encore une fois, le public, le gouvernement, ils sont en train de se séparer. Et le processus va être sans doute exploité davantage à l'avenir, au risque de le devenir. Pour les Arabes, ce que nous espérons, c'est qu'il y aura un réveil ou un éveil de la part des pays arabes. Ce qui est très critique, c'est comment est-ce qu'ils vont traiter la situation, surtout la normalisation, qui ne sera pas annulée de mon point de vue, et il faut pouvoir en parler aussi, parce que Hamas a réussi à faire en sorte que l'armée israélienne pénètre la bande de Gaza, et avec des opérations très très difficiles à conduire dans un endroit comme la bande de Gaza, parce qu'il y a beaucoup de surprises à prévoir. D'accord, merci. Moi, j'aimerais rebondir et vous demander, est-ce que, d'après vous, le risque d'escalation, est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Je vais poser la même question aux autres. Nous avons en fait déjà vu certains signes d'escalade. Par exemple, le Hezbollah ils ont commencé à traiter la question du Nord, mais pas un engagement complet. Iran, moi, je ne m'attends pas à ce que l'Iran soit trop impliqué. Eux, ils ne combattent pas, ils font en sorte que les autres se combattent dans leur caucus. Donc, il y a des attaques qui ont été éliminées par l'Arabie saoudite, mais aussi il y a une menace et pour cibler leur infrastructure pétrolière aussi. Donc, en cas d'escalade régionale, il peut avoir des résultats assez sévères. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi des signes de désescalade. Il y a d'autres nations qui essaient de calmer les choses, certains qui appellent pour un cessez-le-feu ou bien pour les pouvoirs américains. Et Netanyahou n'accepte pas aucun cessez-le-feu avant le relâchement des otages. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, le nombre d'otages les plus jeunes et les plus âgés pourraient être relâchés. Mais
par exemple, on pourrait faire cela, et puis si cela est couronné de succès, on pourrait avancer. Moi, c'est comme cela que je vois un résultat. Il y a un point critique. Les parties prenantes régionales hésitent de s'impliquer, mais alors quels sont les détails ou certains déclenchements? Qu'est-ce qui déclenche certains actes? Et qu'est-ce qui pourrait faire à ce qu'ils s'impliquent plus? Oui, donc nommer, oui, vous pouvez commenter, absolument. Et si vous pouvez nous parler des escalades au sein d'Israël et des territoires palestiniens, si vous pouvez. Oui, point de vue des faits, effectivement. Aujourd'hui, il y aura une pause humanitaire de 4 heures de temps. Donc ça, c'est factuel pour, bien sûr, faciliter l'accès humanitaire. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien. Et donc, moi, j'aimerais, quant au cessez-le-feu, commenter que c'est juste une question de temps avant ce cessez-le-feu. Donc, du point de vue d'Israël, c'est clair qu'ils aimeraient avoir les otages relâchés. Donc, on n'est pas entré dans les massacres. C'est absolument atroce. Et si certains d'entre vous voulaient voir, donc il y a des vidéos qui circulent en ligne. Et donc, il y a bien sûr les escalades et donc les otages et leur relâchement aura une réaction dans les rues et entre les gouvernements aussi. Donc, je veux dire que plus que la situation s'empire au Gaza et que la situation humanitaire se grade, s'il n'y a pas de pétrole et d'électricité qui sont permis d'accéder à ces zones, donc, et de la nourriture, bon, et c'est une très très fine ligne pour changer tout cela. Il y a beaucoup de pression dramatique pour essayer d'obtenir beaucoup plus d'assistance humanitaire. Moi, je ne vois pas l'Égypte et Hassan accepter des réfugiés. Non, non, moi, je ne prévois pas cela du tout. Vous avez mentionné la possibilité, mais je pense que ce sera un enjeu principal. Ça sera très compliqué à résoudre au Palestine. Oui, Pierre, excusez-moi, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je disais que si vous pensez que ce qu'on voit, c'est si on voit les forces israéliennes de sécurité agir pratiquement tous les jours en Cisjordanie pour essayer d'éviter l'étendue de l'escalade de cette guerre aux Cisjordaniens, parce que comme vous connaissez la situation, quelle serait votre analyse ou évaluation sur ce point? Oui, bien sûr, beaucoup dépend du Gaza et de combien Israël pourrait contenir les provocations des colonisateurs et donc, et la violence qui se fait là-bas, et avec chaque déclaration inflammatoire qui est faite, par exemple, le rabbin en chef de l'État Israël a dit quelque chose assez grave. Donc, c'est pas suffisant de dire que c'est pas acceptable, mais cela ne devrait plus se faire. Et c'est un message fort. Et Netanyahou n'est pas capable, n'a pas la volonté, ne pas pouvoir, ce n'est pas le terme correct, et il n'a pas la volonté de le faire, car bon, il a quand même peur que certains terminent en prison aussi, certains ministres, et beaucoup de ministres qui font des déclarations extrêmement provocatives et pas acceptables ne devraient pas du tout être au sein du gouvernement et au pouvoir. Et je pense que
si le Premier ministre pourrait agir et les mettre à la porte, mis à pied, ça changerait beaucoup. Et donc, il y a beaucoup de citoyens palestiniens en Israël, des juifs israéliens aussi, qui travaillent beaucoup pour calmer la situation. Mais le gouvernement est très extrême. Et cet extrémisme ne va pas durer, mais chaque jour qu'il reste en pouvoir et ses ministres restent en pouvoir, met en danger la situation et Israël et les autres. Et donc, tant qu'il n'y a pas de changement, donc voilà, en Israël, le proteste, et donc maintenant, il y a des manifestations pour changer le gouvernement maintenant, mais il faut distinguer entre l'armée et le gouvernement. Mais effectivement, l'armée a le soutien de la population civile et des mouvements, les manifestations, mouvements de protestation. Mais c'est eux qui les soutiennent car le gouvernement a divergé tous les fonds vers les colonies et les forces israéliennes. Et c'est eux qui, en fait, ce gouvernement ne fonctionne pas sur beaucoup de niveaux, mais il y a de la nourriture là dans les colonies, etc. Et donc, il va falloir subir les conséquences. Dorothée, je trouve que ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que pas grand monde a intérêt à l'escalade à part le Hamas, en fait, y compris le Hezbollah. C'est-à-dire que les déclarations de Nasrallah sont quand même très ambivalentes, à la fois très chaude et très enflammée contre Israël, mais avec l'idée que Israël pourrait nous obliger à la guerre, mais pas l'envie d'y aller. Donc le Liban est vraiment sous pression. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça ouvre une perspective politique, parce que personne n'a intérêt à l'escalade militaire, mais tout le monde se rend compte que la situation est extrêmement grave. En revanche, pour plus soyer sur la sous-question que tu as posée tout à l'heure, je pense que le premier risque d'extension, c'est effectivement en Cisjordanie, voire en Israël même. Et c'est vrai que les éléments qu'on a aujourd'hui sur l'agressivité des colons, sur ce qui reste de présence palestinienne en Cisjordanie est très alarmant. Or, il est très compliqué pour Israël, qui est en train de mener cette guerre absolue à Gaza, de s'occuper des deux fronts à la fois. On le sait, puisque c'est aussi pour ça qu'il y a eu l'attaque à Gaza. C'était parce que, précisément, il fallait protéger les colons en Cisjordanie. Donc je pense que c'est extrêmement compliqué de gérer de manière fine cette situation et dans le respect des droits de l'homme et de ce que le droit international pourrait exiger d'Israël. Et encore une fois, très fréquemment, on me demande si on a les mêmes exigences vis-à-vis d'Israël ou de ses voisins. Les Palestiniens, d'abord, ne sont pas un État, donc ils ne peuvent pas se comporter en tant que tel, parce que ce n'est pas un État complet. Et c'est vrai que je crois qu'en réalité, on a des exigences morales qui sont extrêmement fortes vis-à-vis d'Israël, parce que c'est l'héritier de toute une défection morale, en fait, de l'Europe. Et donc, on a un débat à la fois symbolique, politique, moral, religieux aussi, bien sûr, qui inclut Israël et qui est absolument sans équivalent dans le reste du monde. Et je pense qu'aujourd'hui, une des grandes inquiétudes de l'Occident, c'est de voir la dégradation des processus démocratiques en Israël. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a des élections tout le temps, qui mènent à des gouvernements de plus en plus extrémistes, qui se défont aussi vite qu'ils sont constitués. C'est quelque chose qui évidemment est extrêmement inquiétant pour la stabilité de la région à moyen terme. On ne peut pas continuer de répéter comme un mantra « Israël est la seule démocratie de la région » en considérant que c'est ça le pilier de la sécurité régionale, alors que manifestement, cette démocratie a beaucoup de problèmes, ne va pas bien. Et la bonne nouvelle, effectivement, c'est que cette démocratie recommence à débattre de façon interne. Et j'ai effectivement beaucoup de collègues qui me racontaient leur mobilisation contre la tentative de réforme judiciaire de Netanyahou et un vrai débat interne en Israël, politique, pas uniquement identitaire, comme ça a été beaucoup le cas, puisque finalement la politique israélienne, elle est otage de ces questions identitaires depuis très longtemps. Le deuxième risque d'escalade extrêmement problématique, c'est dans nos sociétés. Et ça, c'est la raison pour laquelle on sera tous obligés de prendre extrêmement au sérieux cette situation. On voit très bien la France être prise au piège de ça aujourd'hui.
Je ne vous fais pas un dessin sur le sujet de la manifestation contre l'antisémitisme qui est en train de se transformer en une espèce de pantalonnade politique complète, avec, je pense, une intervention du chef de l'État qui est à contretemps, qui est incompréhensible. Et je crois qu'on a tous à être effectivement très inquiets de l'impact de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient sur nos sociétés occidentales, les États-Unis aussi. Merci beaucoup, Dorothée, c'est très vrai. Marc? Oui, alors, sur l'escalade, évidemment, je pense que s'il y a un point où une escalade est possible, c'est avant tout la Cisjordanie, parce que les acteurs sont incontrôlés. À la différence des autres, c'était frappant en écoutant le discours tellement attendu, alors de Nasrallah qui avait été préparé, on avait montré des clips avec des chars, etc. C'était très martial, etc. Pour finalement ne rien dire, sinon le Hezbollah est là, la menace est là. Je me permets de te couper, il y avait quand même un signe qui était intéressant, c'était que l'avant-veille, il s'est fait prendre en vidéo, Nasrallah, avec tournant le dos à Israël, sur une carte avec Israël, tournant le dos au drapeau du Hezbollah et clairement montrant une sorte de désintérêt voilà. de cela. Absolument, absolument. Alors donc, de ce point de vue-là, il y a une rationalité. Et de tous les proxys de l'Iran, le seul qui est intervenu symboliquement et qui a déclaré la guerre officiellement à Israël, c'est la rébellion Houthi au Yémen. Donc on voit qu'on est dans un processus très très contrôlé. Reste que c'est quand même très dangereux, parce que l'Iran est sur une ligne de crête. Alors, il contrôle ses proxys. Certains de ces proxys, à commencer par le Hezbollah, sont d'une certaine façon une arme de dissuasion, parce qu'effectivement, le poids militaire du Hezbollah, qui est bien supérieur à celui du Hamas, si le front nord s'allume, c'est compliqué pour Israël, surtout qu'il y a toujours l'autre front. Donc l'Iran est sur cette ligne de crête, il veut montrer qu'il est là, mais en même temps, il ne peut pas non plus totalement abandonner le Hamas. Donc il faut qu'il trouve une espèce de voie médiane qui lui permette de montrer qu'il est ce leader du Hamas, même s'il n'arrête pas de dire « Nous, dans cette affaire, nous n'y sommes pour rien. C'est une affaire 100% palestinienne. Nous l'approuvons, c'est magnifique ce qu'ils ont fait, etc. Mais ce n'est pas nous. » Alors je pense qu'il y a un autre facteur, et je terminerai là-dessus, dont il faut tenir compte et qui explique d'ailleurs pourquoi l'Iran agit de façon aussi rationnelle et ne tient pas à souffler sur la braise. Comme le disait Dorothée tout à l'heure, l'Iran a déjà réalisé beaucoup de ses objectifs dans la région. Ensuite, il y a un autre élément qui est le programme nucléaire. Le programme nucléaire iranien, malgré les vagues accords avec les États-Unis depuis, mais n'ont jamais rien donné de très précis. Donc le programme nucléaire continue. L'Iran est déjà ou est sur le point de devenir un pays du seuil, c'est-à-dire un pays qui peut avoir l'arme nucléaire. Il est évident que quand l'Iran aura l'arme nucléaire, la donne changera. D'une certaine façon, comme la Corée du Nord, ça devient un pays intouchable. L'intérêt pour l'Iran de faire une guerre maintenant où il s'affronterait directement à Israël et aux États-Unis est absolument nul. Ce serait même totalement suicidaire et irresponsable dans la logique de la République islamique. Donc pour toutes ces raisons, on peut s'imaginer qu'au moins du côté iranien, à moins que la situation ne devienne totalement incontrôlable à Gaza avec des images qui mettent d'immenses foules dans les rues, etc., etc., et encore que l'Iran reste un acteur pour le rationnel. Merci. Now I would like to ask you, the both of you, perhaps first to Nomi and then to... Et donc, je vais poser la question à Nomi et puis Hazen. C'est la stratégie. Donc, à Gaza, qui est-ce que vous voyez comme interlocuteur crédible pour les Palestiniens et les Israéliens? Et par exemple, est-ce que vous pensez que l'idée d'une interposition et force pour les Arabes, est-ce que vous pensez que c'est une option réaliste ou pas du tout? Oui, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais commenter sur l'intervention excellente de Marc, juste pour souligner le fait qu'en parlant de l'escalade et les dommages que ce gouvernement extrémiste fait, je ne pense pas que, en fait,
l'Occident va permettre les colonisations et recolonisations, etc. Et les colonisateurs qui sont au sein du gouvernement, etc. Et donc, pour les zones contestées, les islamistes, etc., ils ont cassé la convention, ils ont cassé les règles, ils ont brisé les règles. Et le roi de Jourdain a averti que cela pourrait mener à un désastre absolu et personne n'a écouté la Jordanie. Les implications n'avaient pas de précédent. Était inédite et ici ici en France et l'Occident, je pense qu'il faut que la France et l'Occident doivent accélérer et être plus fermes sur les rhétoriques et les réactions. On parlait de rhétorique inflammatoire et que certains ministres appelaient à conquérir le Gaza. C'est la dernière chose qu'Israël veut faire, mais c'est interprété ainsi. Et je pense que dans toutes les réunions où je suis avec les États arabiques, avec tous les acteurs clés de la région, c'est tellement clair que c'est ce qu'ils choisissent et pas sur le mouvement énorme qui est la terminaison de l'occupation des territoires palestiniens. Et donc, c'est vraiment, il faut comprendre et mettre les limites et comprendre les enjeux, car le mouvement de colonisation n'aurait pas dû être permis. Cette extension-là n'aurait pas dû être permis. Et donc, c'est vraiment une stratégie inflammatoire. Et donc, moi, j'appelle sur ceux qui ont une influence certaine en Occident de vraiment agir sur ce point. Car Israël est très divisé et la majorité des gens aimeraient que cette occupation se termine. Ils veulent la paix. Et c'est espéré. Et je pense que c'est pareil pour les Palestiniens. La Hamas a pu peut-être faire cette action à cause de ces provocations, car ils voyaient que bien sûr, ce lien de l'Arabie saoudite avec l'Israël allait les mettre de côté pour de bon. Et donc, ils ont été oubliés dans l'accord de paix avec Jordan et avec les États arabiques. Donc, ils ne peuvent pas être lâchés comme ça, mais ils ont besoin de soutien. Et c'est vraiment à la Palestine de soutien comment Gaza devrait être gouverné. Si, bien sûr, il va falloir créer une autorité transitionnelle. Et maintenant, qui c'est qui va le créer? Cela peut être mené par la Palestine, mais cela aurait besoin d'aide. Ils ont besoin d'infrastructures. Ils auront besoin de reconstruire tout, surtout dans le nord. Et je ne suis pas sûre d'Deir Balah. Vous savez, c'est là où il y a, c'est dans le sud, donc entre Rafah et Deir Balah, vous avez tellement de personnes déplacées internement. Ce ne sera pas facile à gérer, mais je pense qu'il faut une coalition des États arabes. Et vous avez mentionné la Ligue arabe. Et c'est vraiment à ces États-là de décider comment gérer la transition. L'ONU a fait de travail excellent sur le front de l'assistance humanitaire et l'aide humanitaire, mais il faut un coordinateur pour la Palestine. Il y a les missions, 5 missions de l'ONU dans la zone. Oui, mais très rapidement, est-ce que vous pensez que l'Égypte, la Jordanie, les Émirats et le Maroc pourrait se mettre d'accord car ils ont normalisé leurs relations avec Israël? Est-ce qu'ils pourraient mettre des troupes en Gaza, par exemple, en vue d'une stabilisation? Non, je ne pense pas qu'ils vont envoyer des troupes. L'Égypte a occupé le Gaza de 1948 à 1967 et donc non, ils ont réussi à ne pas avoir une seule force militaire là-bas. Je pense que vous n'avez pas besoin de
une force militaire. Je ne pense pas que ce doit être un style militaire. Non, vous avez il y a beaucoup d'expérience et de modèles d'autorité transitionnelle. Vous pouvez prendre le mieux et le meilleur de chaque modèle et le travailler en finesse. En vue de chaque situation. J'imagine que l'Arabie Saoudite va faire de la reconstruction. J'imagine vous avez les États du Golfe riches qui peuvent aider de ce point de vue-là, car toute la bande de Gaza doit être reconstruite. Donc cela dépendra de la philosophie, le concept. Il faut que ce soit la Palestine qui le mène, le président de Palestine qui a 87 ans, Mahmoud Abbas. Il va falloir avoir des élections en Palestine, etc. Et toute la communauté doit le soutenir. Donc je ne pense pas que sur le terrain, il faut avoir une force militaire. Et dans tous les cas, il va falloir avoir l'intervention d'Amérique, car Israël a des frontières, donc il faut avoir une très bonne relation avec Israël. Donc je ne vois pas comment on peut faire ça sans les Arabes, les États arabes clés et les États-Unis dans la zone. Oui, merci. Moi, je suis partiellement en accord avec ce qui vient d'être dit il y a quelques minutes, mais pour la partie reconstruction, je pense que la construction dans la bande de Gaza, oui, effectivement, ce qu'on a observé, c'est que l'érosion de la prestige, la jeunesse et de l'ONU. En fait, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait prendre une résolution qui reconnaît 2 États indépendants avec les frontières de 1967 et cela résoudrait tous les enjeux sans les forces militaires sur le terrain. Et une fois que vous obtenez de la confiance avec les partenaires, vous commencez à déradicaliser, car il y a bien de la radicalisation sur les deux côtés. Par exemple, la référence de Netanyahou au Torah en 2015, ou bien ce que le Hamas ressent psychologiquement, c'est pratiquement c'est presque la même chose. C'est une interprétation radicale de la religion. Et la religion devrait être ôtée du processus. Cela devrait être un enjeu beaucoup plus protocolaire. Ça devrait être basé sur le protocole et être en ligne avec le protocole et pas une force militaire, car cela a le danger de compliquer la situation. Merci Hassan. Et évoquer un autre thème qui est connexe, évidemment. En français, en posant la question à Dorothée, qui revient justement de la région du Golfe, et puis à Marc Semo. Est-ce que pour vous, les accords d'Abraham sont démonétisés et gelés, ou du moins annulés, ou bien seulement stoppés? Et est-ce que la tentative de normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite est morte, ou bien seulement en mode pause? Merci. Okay. Moi, je vais fusionner tes deux questions à ce moment-là. Alors d'abord, effectivement, ce que j'ai compris dans les discussions aux Émirats, moi qui pensais toujours que les accords d'Abraham étaient un truc, une sorte de construction annexe, pas très efficace, mais qu'on nous vendait à coup de marketing extrêmement impressionnant, grosse offensive communicationnelle des États du Golfe pour nous vendre les accords d'Abraham, enfin des Émirats notamment, c'est que de toute façon, ça sera une partie de la solution. Économiquement, effectivement, c'est le lieu où des Arabes ont réussi à coopérer avec Israël pour la première fois de manière vraiment efficace sur des questions économiques, technologiques. C'est quelque chose qui est considéré comme prometteur par les Israéliens qui cherchaient une voie de sortie de leur enfermement régional. Donc c'est très important.
politiquement, ça n'a évidemment pas résolu grand-chose parce que faire la paix avec un pays qui n'existait même pas au moment des conflits israélo-arabes, ça n'a pas de sens. Israël restait en guerre avec le Liban, la Syrie, en espérant probablement que le Liban se transforme en un failed state complet après la Syrie. Donc je ne vois pas très bien en quoi ceci apportait de la sécurité. Être entouré par 2 failed states et un non-pays qui est la Palestine avec Gaza, qui est une sorte de cocotte minute, effectivement, ça n'apportait pas grand-chose en termes de sécurité. Donc je ne pense pas que les accords d'Abraham soient démonétisés. Les Saoudiens qui, dans les 3 premières semaines, ont laissé les Américains communiquer à leur place en disant non, c'est suspendu, mais ça reprendra, commencent à donner à nouveau des signes de... Il y a eu une déclaration de Mohammed Ben Salman disant que oui, c'est important de travailler avec Israël, mais qu'il faut réimporter ce pilier palestinien. Donc il faut remettre cette question palestinienne au devant de la scène. Il reste encore à voir comment. Mais moi, j'attends que les Saoudiens prennent un leadership diplomatique sur cette question. Je pense que c'est important. Donc pour revenir sur la précédente, les exit strategies, pour mettre les choses de manière extrêmement schématique. Bon, d'abord, je pense pas. Je voyais que Marc réagissait un peu aux intervenants des 2 précédents intervenants. Je pense que la sécurité d'Israël, c'est extrêmement important. Je pense qu'on ne peut pas du tout négliger, dire il ne faut pas de force militaire. Je pense que s'il n'y a pas de force militaire extérieure déployée de troupes arabes, ce qui effectivement est très compliqué pour des raisons politiques pour n'importe quel État arabe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une énorme question de sécurité pour Israël qu'il va falloir, we will have to address it, absolument. Je pense qu'on ne peut pas enlever la religion, malheureusement, de ce conflit. Je pense que ce conflit est effectivement devenu un conflit religieux, même si on espérait tous que ça n'était pas le cas. Je pense qu'aujourd'hui, le Hamas parle à une communauté qui est effectivement une communauté religieuse. C'est pour ça que ça a tant d'impact sur les opinions en Asie ou en Afrique. C'est un message religieux, effectivement, qui est donné. Donc c'est très difficile de se débarrasser de ça maintenant. En revanche, les étages alors d'une solution, entre guillemets, bon, l'ONU dit le droit, et je crois que tout le monde l'a dit, c'est très important. C'est d'autant plus important que les Israéliens refusent ce droit depuis le début, en réalité. Donc s'il y a quelque chose à imposer aux Israéliens, c'est qu'il y a un droit international, et c'est effectivement notamment la question des colons, dont Nomi a très bien parlé, qui est absolument centrale là-dessus. Bon, il y a quand même des frontières qui ont été décidées de l'État d'Israël, sur lesquelles tout le monde s'est mis d'accord, sauf Israël peut-être, mais là, Israël est isolé sur ce sujet. Donc l'ONU dit le droit. Les États-Unis font la diplomatie. C'est toujours les États-Unis qui ont fait la paix, en réalité, dans cette région. Et le problème, là, c'est que cette administration a très peu de temps pour travailler sur ce dossier. On a moins d'1 an pour faire des progrès, pour poser des jalons qui peuvent même crédibiliser, finalement, cette administration démocrate pour la suite. Parce que là, on n'est pas du tout sûr qu'on se retrouve avec une continuité démocrate aux États-Unis. 3e point, la Ligue arabe ou les États arabes, effectivement, ont un rôle sur la mise en œuvre de quelque accord qu'il soit, au moins sur le plan économique, ça c'est très clair, donc avec ce volet des accords d'Abraham, et politique aussi, pour rendre cet accord acceptable par les opinions arabes, ça c'est extrêmement important. Mais après, on a la question de la sécurité qui revient en premier ou en dernier. Ça boucle la boucle toujours. Donc là, est-ce que c'est Israël qui sera responsable seul de sa propre sécurité? Je pense qu'il faut qu'il y ait un deal avec les États-Unis. C'est le seul acteur en qui Israël puisse avoir confiance pour assurer sa sécurité. Et je vous rappelle que la négociation saoudienne sur les accords d'Abraham, c'était en échange aussi d'une garantie de sécurité américaine. Donc ça veut dire qu'on est suspendu à un réengagement des États-Unis dans la région sur ces questions de sécurité. Justement, je voulais revenir là-dessus. Fondamentalement, et c'est un des grands changements créés par les attaques du 7 octobre, c'est le retour nécessaire des États-Unis au Moyen-Orient comme acteur majeur et principal. Mais pour en revenir à ce cadre de la tutelle de l'après-opération à Gaza, la question de l'ONU ne va pas être simple. Parce qu'on est quand même dans une situation sans précédent où le Conseil de sécurité est bloqué plus encore qu'il ne l'était pendant la guerre froide. Pourquoi ? Parce que non seulement il y a l'affrontement entre des blocs qui ne sont pas aussi figés qu'à l'époque de la guerre froide, mais qui existent, mais surtout parce qu'un des membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la Russie, a lancé une guerre d'agression en Ukraine qui viole le principe même de la charte. Donc, est-ce qu'on peut imaginer sérieusement arriver à un compromis au Conseil de sécurité pour une résolution du Conseil de sécurité qui crée cette force internationale à même de mettre sous tutelle la bande de Gaza en prenant certains modèles, le Cambodge, le Kosovo ou autres, avec un pays qui, pour le moment, s'est mis totalement hors la loi internationale?
ça me semble un peu difficile. Est-ce qu'on va oublier tout le reste de la part de Poutine et dire, voilà, si, c'est génial, la Russie parle à tout le monde et elle peut être un acteur de compromis? Ça me semble quand même assez peu probable. Donc on est dans une situation où l'internationalisation de la crise, d'un côté, et de l'autre, les garanties de sécurité qui sont en effet effectivement cruciales à donner à Israël, ça me semble tenir de la quadrature du cercle pour le moment, ce qui fait que cette crise risque de continuer à s'aggraver. Merci. Tu voulais réagir? Merci Pierre. I just wanted to comment on the... Je voulais juste commenter sur le fait de la sécurité contre la militaire. Bien sûr, il y aura de sécurité par rapport à une force de sécurité. Bien sûr, peut-être il y a un problème de langage ici entre anglais et français. 100% d'accord avec la sécurité et avec Dorothée, ce qu'elle a dit. Et donc, bien sûr, la sécurité est absolument importante concernant l'État de Palestine. Et donc, mais peut-être pas l'armée, c'est-à-dire qu'Israël n'a confiance en les États-Unis, mais aussi il faut avoir des membres des États arabes qui travaillent avec eux et avoir la Ligue arabe, c'est absolument essentiel. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU est bloqué et ça va continuer à être bloqué. Et nous avons un plan fantastique qui est basé sur la résolution 242. Eh bien, c'est l'initiative de 202, 207, 2007, 2002, 2007, c'était révisé. Et bien sûr, c'était basé sur la ligne verte et sur la ligne de 1967. On parle des frontières. Et cela a été accepté par l'ONU. Et sans aucune ombre de doute, cela devrait être le plan. Et donc, sur lequel doit être basée la stratégie de sortie et la reconstruction de Gaza et cette stratégie-là. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer la mise en œuvre du plan de paix. C'est maintenant. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites en termes de mise en œuvre sur aucun côté. Il n'y avait pas de déclaration. Donc, il y avait certaines petites déclarations et puis il y avait un match de ping-pong. Ah oui, ben Israël n'est pas, etc. Bon, maintenant, il y aura un grand changement de gouvernement à un moment donné en Israël. Et c'est vrai que l'US donne un effort de 100% à la fin de chaque conflit, donc de ce genre. Et donc, mais il faut que, bien sûr, la sécurité est l'enjeu principal. Et il faut vraiment traiter la colonisation. Moi, je suis d'accord. La colonisation est une violation de la loi internationale. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est arrivé. Et effectivement, ça, c'est vraiment franchir la ligne verte et maintenant, il faut y remédier. Mais avant de donner la discussion à l'audience, moi, j'aimerais revenir à l'origine. Et donc, on parle de la MED. Je vais faire. Donc, j'aimerais poser la question à Hassan. Et donc, on va parler de la Turquie. Et on dirait que c'est l'éléphant dans une boutique de porcelaine. Et donc, c'est un immense pays. Et bien sûr, l'humour, etc. Comment décririez-vous aujourd'hui l'impact sur la politique turque étrangère concernant la guerre en Gaza d'une part et d'autre part la déclaration récente faite par votre président Erdogan concernant sa vision de la région qui a mené à différentes interprétations partout ailleurs. À vous. Je m'attendais à la question. Mais après les élections, il y avait au moment de la discussion, il n'y a pas eu de modification à ce moment-là, ni depuis. Et pendant les premières journées de la fondation de la République,
L'autonomie devait être le mot d'ordre et l'identité également, et cela continue, malgré les hauts et les bas entre les gouvernements qui interprètent les textes d'une manière ou d'une autre, mais il y a une continuité. Et comme vous le savez, le système international et l'économie mondiale et la conjoncture ne permettent pas toujours de mettre en œuvre ces études. Mais ce que nous avons observé à ce stade, c'est que la stratégie, c'est de maintenir l'équilibre au niveau de la région. Parce que côté Ukraine, il y a bien entendu un excès diplomatique. Sinon, Rainil, ce sera un des bons exemples et la mer Noire est un autre exemple. Il y a des critiques qui ont été faites concernant la position turque concernant la mer Noire, mais de notre côté, ça n'a pas été plus loin que ça. Nous n'avons pas témoigné d'une escalade critique. Cela dit, il y a eu, je dirais, une situation un peu différente, mais en ce qui concerne Gaza, à partir du début, il faut savoir que le président avait demandé au parti de se contenir et d'agir correctement, mais avec un peu de contrôle. Mais bien entendu, le contrôle, on l'a perdu. Et sur le plan domestique, il y a eu un certain nombre de demandes et de points de vue différents. À l'instar de Gaza, ils ont parlé des morts côté civil et les réactions par rapport au Hamas concernaient seulement l'action israélienne d'un côté, puis par la suite, les déclarations qui ont été faites. Cela dit, et de notre côté, nous observons des relations qui ne comportent pas de normalisation. Pour le moment, avec l'Israël, les relations sont toujours intactes, mais la seule chose, à mon sens, qui existe tant que Netanyahou restera au pouvoir, et même s'il est réélu, surtout, il y aura une présomption selon laquelle il ne changera pas, à moins que Netanyahou décide de partir et laisse la place à quelqu'un d'autre. C'est personnel, oui, c'est une question de personne. C'est une question de personne. On ne peut pas interrompre les relations entre les deux pays pour cela. Ce n'est pas le cas. Mais il faut se calmer. La société à l'international, le conflit lui-même, doivent se calmer. J'arrête pour le moment. Dire sur cette question-là. Je voulais rappeler que je crois que cette année, l'organisation Global Firepower donne la Turquie comme première puissance militaire de la région, du Moyen-Orient. Donc ça, c'est très important. Moi, je me suis tout de suite posé la question de la possibilité d'une escalade avec Israël autour du conflit de Gaza. Pourquoi ? Parce qu'en 2010, on a eu l'incident du Mavi Marmara. Peut-être pas à l'initiative de la Turquie. Je rappelle qu'en 2010, ce sont des forces spéciales israéliennes qui ont pris d'assaut un bateau civil turc. 10 ans de brouille, des excuses de Benjamin Netanyahou à Tayyip Erdogan. C'est une des choses qui explique l'animosité entre les deux leaders. Ils ont vraiment une histoire de confrontation depuis 15 ans, extrêmement régulière. En 2018, au moment de la marche du retour à Gaza, Erdogan a dit que Netanyahou était un terroriste. Donc
la ligne d'Erdogan sur Netanyahou n'a pas bougé finalement. Et effectivement, je suis persuadée qu'il y a un aspect personnel qui est extrêmement important parce que Tayyip Erdogan personnalise toujours beaucoup aussi ses relations. Bon. Maintenant, est-ce qu'il faut espérer que du jour au lendemain, il va se retrouver avec le leader israélien qui va lui convenir? Bon, c'est pas comme ça que la politique va se faire en Israël. C'est pas uniquement pour faire plaisir au président turc. Deuxième point, je pense que la Turquie est tiraillée entre l'envie d'apparaître comme une puissance responsable, qui est carrément apparue, je dirais, après l'année 2020, qui est le pic des difficultés posées par la Turquie en Méditerranée, en mer Égée, en Libye. On a vraiment eu ensuite une volonté de la Turquie à nouveau d'apaiser les relations, de revenir à une sorte aux fondamentaux d'Avutoglu, de réconciliation et ça a joué effectivement avec tous les pays avec lesquels la Turquie était en difficulté, y compris Israël. Le dernier qui a résisté jusqu'au bout et avec qui c'est pas complètement normalisé, c'est l'Égypte. C'est pour ça aussi que Hakan Fidan est allé très vite en Égypte au début de cette crise de Gaza, pour discuter avec les Égyptiens. Très important de montrer que cette crise peut être aussi l'occasion de reprendre langue pour les Turcs. Donc la Turquie, elle est tiraillée entre cette volonté d'apparaître comme une puissance positive, un entrepreneur humanitaire, c'est un des slogans de la diplomatie turque, mais aussi une puissance médiatrice. Alors dans les guerres, on a l'aspect humanitaire, ça c'est d'une certaine façon, ça nous semble extrêmement compliqué aujourd'hui, mais politiquement c'est le plus facile pour un pays de dire oui, bien sûr, tous les pays du Golfe sont sur cette ligne, hein. Ils ont très peu de discours politiques sur ce qui se passe en ce moment, mais ils disent c'est une catastrophe humanitaire, il faut tous qu'on soit là, il faut qu'on intervienne. La deuxième possibilité pour Erdogan, c'est de poursuivre sur cette ligne du soutien numéro 1 à la cause palestinienne, du héros de la cause palestinienne, qu'il a joué depuis 2008, 2009. C'est le seul leader important de la région qui prend fait et cause pour les Palestiniens et qui s'oppose aux Israéliens de manière extrêmement vocale, extrêmement forte. Et ça fonctionne. Ça fonctionne parce que personne n'a envie de tenir ce rôle également. Et surtout pas les pays du Golfe, par exemple, au hasard. Surtout pas l'Égypte, évidemment, qui, pour le moment, est mise sous pression terriblement. Donc Erdogan a un lieu pour s'exprimer. Il a une place qui est toute désignée en ce moment dans cette crise. Pourquoi est-ce qu'il a cette place? Il a aussi cette place parce qu'il fait complètement partie du camp occidental, parce que la Turquie est dans l'OTAN, parce qu'elle est en affaire avec l'Union européenne sur beaucoup de sujets, et que donc, elle joue à la fois le rôle du pays musulman, mais aussi le rôle du pays occidental qui s'oppose à Israël. Et donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important politiquement pour Erdogan, qui est un leader qui vraiment saisit toutes les occasions, on le sait, qui est extrêmement habile à jouer des circonstances. Donc pour l'avenir, est-ce que la Turquie peut jouer un rôle central dans cette crise? Moi, je pense que la responsabilité est du côté des pays arabes. Mais ça ne va pas empêcher la Turquie, depuis le début de la crise, de dire on travaille à des solutions de paix, il faut un système de garantie multiple. D'ailleurs, nous, on peut en faire partie. Bon, parce qu'effectivement, si personne ne parle politique, bon, les Turcs ont un lieu où parler politique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Dorothée. Je voudrais juste rajouter une chose. C'est quand même très frappant. C'est que, disons, c'est depuis le début de la guerre en Ukraine, notamment, la Turquie, qui était acteur dans tous les théâtres régionaux, s'était effectivement énormément responsabilisée. Elle s'était rapprochée des Occidentaux avec son quasi sans faute à propos de l'Ukraine, la fermeture des détroits aux bateaux qui n'étaient pas des pays belligérants, qui n'étaient pas avec leur port d'attache dans la mer Noire. La Turquie a fourni les drones, notamment au début, les Bayraktar à l'armée ukrainienne, qui a permis à l'armée ukrainienne de tenir, en même temps qu'elle a gardé les liens avec la Russie, sans appliquer les sanctions, tout en ayant condamné la Russie à l'ONU, etc. Et ce qui était frappant, c'est qu'après les élections, qui ont été un peu laborieuses pour Erdogan, donc il a été réélu au deuxième tour pour la première fois, bon, mais quand même 52%, on avait l'impression qu'avec le nouveau ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui était l'ancien patron des services secrets, que la Turquie un peu comptait capitaliser sur ce rôle d'acteur responsable. On l'avait vu aussi son rôle d'ailleurs de soutien à l'Azerbaïdjan. D'ailleurs là, sur ce dossier-là, très concrètement, en commun avec Israël, les deux pays qui ont armé et aidé l'Azerbaïdjan dans sa guerre de reconquête du Haut-Karabakh, c'était évidemment la Turquie, mais aussi un peu en arrière, Israël. Et à chaud, après les attaques du Hamas, on a vu Erdogan étonnamment calme. Il a fait partie de ceux qui ont condamné les massacres, à la différence par exemple d'un Vladimir Poutine qui n'a pas eu un mot
de condamnation des massacres, ou de Xi Jinping, qui n'a pas eu un mot de condamnation des massacres. Donc on avait l'impression justement que la Turquie était en train de se positionner pour pouvoir jouer un rôle de médiateur. Ismail Haniyeh, qui avait aussi résidence souvent en Turquie, on l'avait fait discrètement comprendre que c'était mieux qu'ils partent. Donc on avait justement, comme l'expliquait très bien Dorothée, cette Turquie qui est à la fois le principal soutien à la cause palestinienne depuis des années, mais qui est un pays occidental, membre de l'OTAN et candidat à l'Union européenne, etc., avait toutes les cartes en main, et brusquement, on retrouve Erdogan, le même qu'en 2009 au forum de Davos, où il a son coup de colère contre Shimon Peres, avec les mêmes invectives qu'on a connues. Alors des attaques personnelles contre Netanyahou, parce qu'effectivement, dans ses invectives, il aime toujours personnaliser. Il s'interrogeait sur la santé mentale de Macron ou traitait Angela Merkel de nazi. Donc on retrouve l'Erdogan qu'on a connu, ce qui pulvérise finalement ce rôle qu'il aurait pu être amené à jouer dans la crise. Alors ensuite, effectivement, comme le disait Hassan très bien, sur le fond, les relations entre les États restent, et Netanyahou a probablement les jours comptés. Mais malgré tout, c'est un pas de côté qui a un peu annulé les effets positifs de toutes ces initiatives des dernières années. Oui. Si vous voulez bien, on va passer aux questions avec la salle, parce qu'il y a beaucoup de questions. Sauf si vous voulez dire un mot. Tu as le micro là, Nomi. Vas-y. Very, very quickly, Très, très vite. Concernant la Turquie, Erdogan, comme tout le monde dit, il personnalise tout. Tout le monde le dit. Il a voulu être le médiateur. Il voulait jouer un rôle. Et Netanyahou l'a snobé. Et je voulais simplement le dire parce que c'est une chose importante à dire. Merci, Nomi. Et le dernier mot sur la Turquie pour Hassan. On pourra dire beaucoup. En 2009, de fait, il y avait un effet de personnalisation, c'est certain. Tout de même, on essaie de normaliser la relation entre la Palestine et l'Israël. Il y avait un pas énorme qui avait été pris, mais tout d'un coup, sans crier gare, sans avoir des informations du côté turc, il y a eu le démarrage de l'opération en Gaza. Et là, il s'est senti trahi. Et depuis, beaucoup de choses ont changé. On a vu d'autres problèmes aussi qui ont tendance à perdurer. Mais pour le moment, qui d'autre va pouvoir jouer le rôle de médiateur pour ces pays-là avec un soutien inconditionnel pour l'Israël? Ils ont simplement mis de côté les pays de la région qui ne s'y intéressent pas plus que ça. Donc, qui va pouvoir faire la différence? Qui pouvons-nous identifier visuellement? La diplomatie turque est extrêmement brillante. Voilà. Donc, il n'y a aucun doute sur le fait que Hakan Fidan, qui est celui qui connaît le mieux le Moyen-Orient de tout le spectre politique, a des cartes en main pour trouver une solution. La Turquie doit simplement savoir à quel endroit se rendre utile. Et je crois que vraiment se rendre utile, c'est effectivement être membre du camp occidental, y compris la façon dont Erdogan a snobé Blinken quand il est venu. C'est aussi parler aux États-Unis de manière très ferme pour leur montrer quelles sont les limites de leur capacité dans la région. Mais je suis certaine que la Turquie est capable de dimensionner son effort. Et c'est vrai que régulièrement, ce que dit Erdogan, c'est « j'ai été trahi par Netanyahou ». À chaque fois qu'il y a un incident, c'est « j'ai été trahi ». Il n'y a pas de confiance. La confiance n'a pas été rétablie avec les relations diplomatiques. Le personnel de toute l'ambassade d'Israël à Ankara a été évacué quelques jours seulement après l'opération du Hamas à Gaza, parce que les Israéliens avaient peur que ça se passe mal. Donc c'est de ce point de vue-là qu'il n'est pas évident qu'en l'absence de confiance, les Israéliens acceptent la Turquie comme un médiateur. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que la diplomatie turque a des cartes en main pour travailler avec les Arabes sur ce dossier.
Merci. Je voudrais dire un mot avant de passer à au moins, disons, 2 questions. Et je m'excuse auprès du public parce que le débat aura été au moins très riche. Et au passage, je pense que dans nos échanges, vous avez eu la réponse à un certain nombre de questions qui étaient posées là sur l'écran. C'est la Russie. Parce qu'il y a une question sur la Russie. Pour moi, on est clairement revenu dans une logique de guerre froide, c'est-à-dire on déroule. Et alors même que la Russie a longtemps essayé de ménager la chèvre et le chou, d'avoir de très bonnes relations avec Israël, y compris économiques, politiques, mais aussi avec l'Iran, avec la Syrie, avec les pays de la région. Là, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, que le Kremlin a réalisé que Israël se tournait finalement soit vers les États-Unis, soit vers certains États arabes avec lesquels la Russie a des relations compliquées, et donc adopte un ton très dur. Ce qui aura des répercussions aussi en Syrie, probablement, sur l'action israélienne en Syrie, parce que ça va être, je pense, plus compliqué maintenant pour l'armée israélienne d'intervenir en Syrie, voire au-delà. Donc j'en viens aux questions. Il y avait une question, c'était sur, en substance, est-ce que le Hamas peut avoir été infiltré par la Russie? Personnellement, je ne pense pas, mais j'aimerais avoir votre opinion. Et comment les Russes et les Iraniens communiquent-ils avec le Hamas? Je reviens à une question beaucoup plus centrale. Quel rôle l'Union européenne doit jouer au cours de cette guerre israélo-palestinienne? Donc on va reprendre, on va commencer par Marc, et puis je vous laisse 3 minutes à chacun pour me donner votre opinion sur Russie, sur la Russie dans la région, sur et son infiltration sur la Hamas, mais surtout sur est-ce que l'Union européenne a un rôle, et quel devrait être ce rôle aujourd'hui dans cette crise israélo-palestinienne? Je voudrais juste reprendre sur la Russie, où on voit que la Russie, avec Poutine, joue de nouveau un rôle de plus en plus trouble au Moyen-Orient. Et à cet égard, ce qu'il faut bien appeler un pogrom sur l'aéroport de la capitale du Daghestan, quand un avion arrivé de Tel Aviv a suscité la venue d'une foule de plusieurs milliers de personnes au cri de Allah Akbar et cherchant à trouver des juifs, était révélateur d'un état d'esprit au Caucase qui était quand même étrange, parce que s'il y a eu beaucoup de pogroms dans l'histoire russe au 19e, au 20e siècle, il n'y en a jamais dans le Caucase. Donc c'est aussi les effets d'une certaine propagande qui a été encouragée par le régime. Et il était évident qu'une telle manifestation ne pouvait pas avoir eu lieu sans une tolérance du régime. Et ce qu'on voit déjà depuis quelques mois, c'est que la Russie de Poutine, et ça a commencé avec la guerre en Ukraine d'ailleurs, a commencé à basculer. C'est-à-dire, effectivement, les relations entre Poutine et Netanyahou étaient plutôt bonnes. Netanyahou avait soigneusement en dehors du conflit ukrainien, c'est-à-dire on n'a pas livré d'armes à l'Ukraine, juste je crois quelques gilets pare-balles. En échange, la Russie laissait l'aviation israélienne faire des bombardements en Syrie contre des cibles irakiennes, mais déjà on voyait les premiers signes d'un retour de la Russie à ce qui avait été sa politique au Moyen-Orient à la grande époque soviétique, grande époque Primakov. Au début, l'Union soviétique avait soutenu la naissance d'Israël, mais ensuite était devenu un des adversaires les plus déclarés d'Israël jusqu'en 1990. Et on voyait déjà les premiers symptômes d'un basculement de la Russie vers ça. Et c'était par exemple la non-réaction à la phrase hallucinante de Lavrov évoquant le sang juif d'Hitler à propos de Zelensky, comme quoi on peut être nazi et juif. Donc il y avait plein de signes comme ça qui ont commencé à s'accumuler. Et je terminerai là-dessus. Un autre élément extrêmement trouble du jeu de Poutine là-dessus, c'est par exemple ses relations, Ramzan Kadyrov, le président tchétchène de la République de Tchétchénie, à l'intérieur de la Fédération de Russie, qu'il a installé, qui est un islamiste radical et en même temps un soutien total de Poutine. C'est là qu'il y a eu la plus grande manifestation contre les caricatures de Charlie. Donc il y a tout un jeu de Poutine qui est extrêmement complexe et qui est un peu re-rentré dans une logique des blocs qui rappelle celle de la guerre froide. Et sur l'Europe ? Alors,
sur le rôle que peut jouer l'Europe, disons, je préfère... Botter en touche. Non, pas botter en touche, mais c'est, juste en un mot, l'Europe est le principal partenaire commercial d'Israël, le principal donateur d'aide à l'autorité palestinienne. L'Europe aurait tous les éléments en main pour pouvoir agir. Elle ne le pourra pas parce qu'elle reste profondément divisée, et ce n'est pas des divisions seulement anecdotiques parce que Ursula von der Leyen s'oppose à Joseph Borrell, etc. C'est que d'une certaine façon, chaque pays de l'Europe a par rapport à Israël une politique qui dépend un peu de sa mémoire juive. C'est-à-dire il y a des pays type l'Allemagne ou l'Autriche qui sont culpabilisés à raison pour ce qu'a été la Shoah, qui soutiennent de façon quasiment absolue Israël, d'autres comme l'Irlande où il n'y a jamais eu de communauté juive et d'histoire juive sinon marginale qui sont dans leur politique de neutralité habituelle, d'autres comme l'Espagne qui regardent plutôt vers le monde arabe. Donc on n'arrivera jamais au sein de l'Europe, sinon à minima, qui est droit d'Israël à exister, respect du droit humanitaire, et voilà. Merci. Nomi. I think with Russia it's very, very complicated. La Russie, c'est compliqué. Et le problème de l'aéroport à Tadjikistan ne se serait pas passé sans la bénédiction de Poutine, d'abord. Et deuxièmement, pendant les réunions entre Poutine et Kim Jong-un, et puis les autres Coréens du Nord, c'est très inquiétant. Et maintenant, il faut qu'on voit la Russie par rapport à ses relations avec la DPRK de la Corée du Nord. Entre autres, plus on peut pousser l'attention ailleurs et plus l'aide américaine arrivera en Israël, moins on va parler de l'Ukraine, moins on va s'intéresser à l'Ukraine, et surtout du côté Poutine, et nous allons devoir suivre de très près quel est le rôle joué par Poutine actuellement. J'ai lu dans la presse ce matin que les États-Unis avaient décidé de retirer, ou plutôt avaient décidé de faire disparaître un certain nombre de stations militaires à la frontière avec la Syrie, et il y a aussi clairement une déclaration concernant la nature du conflit. C'est inquiétant et c'est très clair. Les Israéliens savent très bien où c'est qu'ils veulent aller, où c'est qu'ils veulent se trouver. Et les relations avec l'Israël étant très compliquées parce que 20% des Israéliens ont des origines russes avec en ce qui concerne Poutine, des relations très étroites. Et pour l'UE, les États membres ont, tous les États membres de l'UE ont leur propre politique. Étant donné que c'est difficile pour l'Union d'arriver à un consensus à haut niveau, donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Union peut faire, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut mettre de la pression là où il le faut afin de promouvoir la paix et évacuer l'extrémisme et le problème de l'escalade dont nous avons parlé tout à l'heure? Je ne sais pas si l'UE, en tant qu'entité politique, est aussi puissante que ses États membres. Et bien entendu, l'UE va certainement devoir continuer son effort avec un discours contre la rhétorique inflammatoire et aussi la colonisation pour les deux rives, que ce soit en Jordanie ou en Égypte ou au Liban. Je pense que pour le Hezbollah, ils espèrent, ils vont attendre, ils ne veulent pas s'engager énormément, mais à un moment donné, la rhétorique et les actions vont se parler et ce sera trop tard. Et avant que cela ne se passe comme ça, il faut que l'Union européenne fasse quelque chose dans les coulisses.
Et nous n'avons pas besoin de savoir ce qui est dit, mais la diplomatie jouera un rôle important. Mais je ne sais pas si Anthony Blinken, dans ses réunions en privé avec les Israéliens, est un problème ou pas, ou s'il y a une porte de derrière pour pouvoir mener des discussions. Mais pour l'Union, ça serait un bon début si l'Union faisait comme ça. Ensuite, on va passer la parole à Dorothée. D'accord. S'agissant de la Russie, je pense que la Russie a des cartes très importantes en main. Surtout pour le conflit en Gaza et surtout la possibilité de fermer l'espace aérien syrien et la possibilité de descendre beaucoup d'avions israéliens et mener des attaques aussi. Cela va donner davantage de force aux acteurs de la région, y compris l'Israël, sans oublier les bases américaines aussi. Nous sommes en train d'observer ce qui se passe. On a vu que la posture militaire est en train de s'adoucir un tout petit peu. Cela dit, à coup sûr, il y a la stratégie qui l'intéresse le plus, notre président, et il va attendre le bon moment avant de faire quoi que ce soit. Mais là encore, il s'agit d'observer, d'attendre et aussi manipuler les informations dans l'espace journalistique. Et je dirais même que pour le moment, il a même été en mesure de se laver tout propre en Ukraine. Et malgré ce qui se passe à Gaza, c'est une occupation, Gaza, mais nous n'en parlons pas. Et actuellement, il est en train de percevoir un rôle davantage impartial. Au début, c'était les États-Unis et l'Union européenne qui prenaient le devant de la scène. Mais maintenant, nous observons davantage d'impartialité de la part de la Russie et de la part de la Chine. La Chine, par exemple, a décidé de circuler des narrations parlant de la multipolarité et surtout, ils ont demandé 100 milliards de dollars au Congrès américain pour soutenir l'Ukraine d'une part et de l'autre côté. Il y a eu, bien entendu, pour la Chine, la possibilité de mettre 100 milliards d'investissements sur la table aussi. Et cela a été fait de main de maître. Et je pense aussi qu'on va devoir attendre le bon moment. Et eux, ils vont attendre le bon moment. Tout sera fonction des fautes commises par les Occidentaux. Et je suppose que vous n'avez pas envie de parler de l'Union européenne, alors je vais passer la parole à Dorothée. Actually, I elaborate. En fait, partiellement, oui, j'ai élaboré. Oui, 20 secondes, monsieur. Oui, donc, allez, je laisse la main à Dorothée. Il y a eu pendant la guerre froide une compétition d'influence entre les États-Unis et la Russie vis-à-vis du camp arabe socialiste. Ensuite, on a eu le quartet pour le Moyen-Orient. On avait les États-Unis, la Russie, l'ONU, l'Union européenne qui étaient ensemble pour trouver une solution. Aujourd'hui, clairement, on a une Russie qui revient à des tactiques extrêmement intéressantes qui sont liées à la guerre en Ukraine. Hier, on a longuement parlé de ce sujet avec Igor Delanoë, qui est un excellent connaisseur évidemment des politiques de la Russie dans la région, qui nous dit que la Russie a une préoccupation, c'est ces républiques musulmanes. Je pense que la Russie a aussi une autre préoccupation qui fait qu'aujourd'hui, elle est à nouveau dans une compétition diplomatique pour les pays du Golfe, avec à la fois les États-Unis et la Chine. C'est qu'elle a un problème, c'est sa diplomatie pétrolière. Elle a le fait de pouvoir soutenir son effort de guerre en Ukraine. Il faut donc absolument entretenir des liens qui soient suffisamment étroits avec l'Arabie saoudite notamment pour pouvoir gérer les cours du pétrole.
Tout ça suppose effectivement, probablement, si on fait le compte de tout ça, de prendre une position pro-palestinienne aujourd'hui. On ne peut pas se permettre de soutenir Israël si on sent que les opinions publiques arabes, les opinions publiques des principaux pays producteurs d'hydrocarbures sont extrêmement sensibles à la cause palestinienne. Donc la Russie ne fera aucun cadeau à l'Occident sur ce sujet. Donc on n'aura pas d'accord avec les Russes. Et par ailleurs, c'est évidemment un fauteur de troubles, on le sait. Depuis la crise syrienne, on a un maximum d'emmerdement, pardonnez-moi le mot, avec la Russie sur tous les théâtres possibles militaires, y compris en Libye, où on a une implication de Wagner. Bon, donc la Russie ne fera pas de cadeau. N'hésitez pas à profiter de la pause déjeuner pour passer à notre stand d'adhésion au premier étage et à découvrir notre espace bibliothèque au rez-de-chaussée. Bon, ça c'est fait pour la Russie. Désolé. Deuxième pays très important dont on n'a pas parlé, la Chine. Moi, je pense qu'il faut parler de la Chine, qui est le pays qui a été le plus constant sur la question palestinienne depuis qu'il a commencé à s'y intéresser. Two-State Solution, un côté très bureaucratique. Mais néanmoins, aujourd'hui, la Chine, elle veut prendre plus de responsabilités. Et les pays du Golfe sont en train d'élaborer leurs relations avec la Chine. C'est très important. Alors évidemment, ils sont dans une hésitation entre la Chine, l'Inde, ils vont au plus offrant, ce qui les intéresse le plus. Mais néanmoins, on a vu quand même la Chine s'imposer comme au moins facilitateur entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, il n'est pas du tout impossible que la Chine ait envie de jouer un rôle sur cette question palestinienne à l'avenir. Bon, donc je ne sais pas encore lequel, je vais laisser Pierre élaborer. Sur l'Union européenne, je dois dire que là, moi, je pense qu'on est dans une espèce de dépression psychologique complète, parce que l'UE, c'est quand même ce qui a construit l'autorité palestinienne, c'est quand même l'Union européenne qui a financé la solution des deux États, en tout cas sur ce qui a pu y ressembler le plus depuis la création de l'État d'Israël. Donc je pense qu'il faut d'abord faire le deuil de ça, et effectivement, on ne pourra plus du tout être en première ligne, on n'est pas capable d'avoir un positionnement politique uni, mais on a cette tradition de travailler sur cette double responsabilité vis-à-vis d'Israël et les Palestiniens qui nous met en position, peut-être, c'est vrai, de financer au moins des efforts intellectuels pour travailler sur un plan de paix à l'avenir. Merci Dorothée. Et pour vraiment conclure cette table ronde, et je vous remercie tous de votre participation, j'aimerais poser une dernière question. Et je vous demande à tous les quatre de me répondre juste par oui ou par non. Question fermée. Peut-être. On n'a pas parlé, et c'est en lien avec notamment ce que vous venez de dire là, et notamment ce que vient de dire Dorothée. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé au mois d'août, c'est-à-dire l'élargissement des BRICS, les BRICS plus, à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, BRICS, Brazil, Russia, India, China and South Africa, donc cet élargissement à l'Iran, à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, c'est en marge, mais surtout à l'Égypte, est-ce que c'est un game changer pour la région? Oui, non. Et est-ce que ce processus d'élargissement des BRICS peut être remis en cause? Oui, non, par la guerre à Gaza. Et ben, on fait dans le sens inverse. Je commence par Dorothée. Yes. J'avais deux questions, Dorothée. Donc le premier, c'était est-ce que c'est un game changer? Oui. Et est-ce que ça peut être remis en cause par la guerre à Gaza? Non. D'accord. Bon, et moi, je répondrais le contraire. Non, les BRICS, c'est purement une façade. Et oui, ça peut être remis en cause par la guerre à Gaza. Ok. Nomi. Moi, je ne peux pas répondre oui ou non. C'est trop compliqué. Hein. C'est un discours. Hein. Mais... ouais. Regarde. Je pense que ça, c'est la réponse. Ah, pardon. Je pense que vous avez la réponse là-bas. Ok, d'accord. Tu bottes en touche. Hassan. The first part, yes. The second part. Première chose, oui. Et deuxième part, c'est vraiment une grande question. Merci beaucoup. Merci. Je m'excuse au nom des panélistes pour les questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Mais je pense quand même que vous avez eu beaucoup d'éléments de réponse et de réflexion ce matin. Merci à tous, bon appétit. Et je vous rappelle que la prochaine table ronde commence à 14h30.